Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geek in World et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo débat. Et oui, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu sur cette chaîne, surtout avec mon ami Cyril. Cyril, ça va? Oui, oui. D'ailleurs, Cyril, est-ce que tu te souviens Ça quelle point. était notre dernière vidéo débat ensemble? Witcher. Pardon? Witcher. Non, ah ouais, The Witcher, oui, c'était un Link podcast. for Mais Witcher. non, sinon celui d'avant, on était en vidéo comme là, comme on le fait maintenant. Ça, C'était celle de Star Wars, le dernier Star Wars. Star Wars, oui, voilà. Enfin, Donc Disney. c'était le dernier vidéo débat Star Wars. Donc putain, ça remonte. Donc bah Euh, écoute, je suis très content de te retrouver pour cette vidéo puisque nous allons parler de la saga Matrix. voilà, le projet Ice Puisque Cream. le film Matrix Résurrection est sorti, a coulé pas mal d'encre, donc on l'a revu plusieurs fois. Moi, je l'ai vu 2 fois. Toi, tu l'as vu 2 fois aussi? Oui, oui. Donc voilà, donc on va parler maintenant de ce qu'on a pensé de Matrix et on va parler également de la saga dans sa globalité. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement du dernier Matrix, le Matrix 4? Le projet Ice Cream, donc, parce que c'est le nom, le nom de production du film, c'est Projet Ice Cream. C'est toujours marrant de le savoir. Moi, j'aurais rappelé toujours ce que j'en ai pensé. Franchement, je m'en fous. Ce que j'en ai pensé, c'est pas ça. C'est que je me réfère à ce que dit Keanu Reeves. Keanu Reeves, quand il a vu le produit final, Matrix 4, il a eu la même réflexion qu'il avait eu il y a 20 ans, en fait. C'est quand même plus de 20 ans maintenant, quand il a vu le premier Matrix. Et il a dit, il avait déjà pressenti à l'époque, et il le sait d'autant plus maintenant, que les Matrix, en fait, ont présagé, prophétisé, on va dire plutôt, 20 ans de cinéma et 20 ans de culture geek. Et ce qu'il a dit là, après Matrix 4, il dit que maintenant, ce que Lana Wachowski a fait avec Matrix 4, eh ben, on verra dans 20 ans. Et je crois que cet avis-là, parce que je pense, ça, à mon avis, ce qu'on va dégager, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté de ce film-là. À part peut-être Monsieur Bobine, mais allons-y. Oui, enfin, il y a quand même plusieurs personnes qui ont aimé le film, mais c'est vrai que c'est pas un film évident, ça c'est le moins que l'on puisse dire, et surtout, je pense que c'est un film qui est quand même assez difficile d'accès lorsqu'on le voit pour la première fois, parce que c'est pas un film qui caresse dans le sens du poil, c'est pas un film qui démontre ce que les fans veulent voir. Donc, c'est un film assez cynique qui est composé on va dire, en 2 parties, plus ou moins. La première partie, c'est un peu une. Alors oui, on va le dire, hein, voilà, on va pas trop spoiler, mais dans les deux Il va minutes, ça va être falloir, le oui, cas, oui. hein, on va Ah spoiler à oui. mort. Mais voilà, pour le moment, je peux dire que le film est composé de 2 parties. La première partie, on va dire grosso modo, c'est quand même, on va dire, une critique assez acerbe des blockbusters actuels. Et la deuxième partie serait plutôt une relecture de la saga Matrix, parce qu'on peut dire que c'est un film miroir, un film méta, c'est ça la mode, mais aussi un film miroir à la saga Matrix, qui fait que c'est un film quand même qui est assez différent des 3 précédents, même si en termes de narrativement, c'est un film qui ressemble beaucoup au premier film, mais thématiquement, c'est quand même un film assez différent, voire même contradictoire à certains moments. Donc, on va parler de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un film qui a Voilà. beaucoup divisé et dérouté. Donc là, comme je pense, comme on s'était dit, je pense que tu voulais parler on va débuter de la saga Matrix en général, Ouais. sa globalité. Déjà, oui, ce que tu dis, j'ai envie de dire oui et non, parce que t'as pas fait un résumé de l'histoire qu'il me raconte, tu as Bah, fait un c'est résumé pas la peine, c'est figuratif, pas en la fait. peine. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, le début, en fait, est déjà une relecture du premier Matrix. Mais quoi qu'on fasse, je veux dire, dans ces thématiques-là, les thématiques qu'ont soulevé les frères-sœurs Wachowski, c'est que de toute façon, on est dans Matrix. Quoi qu'on fasse, on est dans la matrice. Hmm. C'est ce que les 3 films ont révélé, parce qu'il ne faut pas oublier les 3 films, il ne faut pas rester que sur le premier film. Et quoi qu'on fasse, on est dans la matrice, c'est-à-dire dans le système. Donc, le 4e commence comme le premier film, en fait. On est, mais sauf qu'il y a ce que Neo voyait déjà dans le premier film, des glitches dans la matrice, qui sont des expressions qui sont devenues cultes, hein, en 20 ans. Je veux dire, être matrixé, des glitches dans la matrice,
c'est des choses qui viennent de ce film-là et qui se sont installées dans la culture populaire. Il y a déjà quand même l'importance en fait de ça. Et même ça, en fait, on est dans le sujet. Donc le début de Matrix 4, c'est une relecture du début de Matrix 1 avec des glitches, quelque chose qui se passe pas comme prévu. Parce que Oui, oui, bah c'est un effet miroir, quoi. Oui. un effet miroir, mais là, si tu dis effet miroir, là, on passe direct dans la thématique de Lewis Carroll, Alice, de l'autre côté du miroir. Parce que si c'est la suite, je veux dire, si les premiers Ah oui, Matrix oui, étaient de Alice au toute Pays des Merveilles, façon, là, on est dans le deuxième, on veut dire Alice Alice à au travers le pays. On miroir. va dire que la trilogie de Matrix, notamment le premier film, c'est Alice au pays des merveilles. Et là, le Matrix 4, c'est l'autre côté du miroir. Là, Voilà, c'est le deuxième donc tome. Ouais. la film de Tim Burton. Et donc, et c'est pour ça que moi, ma première envie, c'est de dire, est-ce qu'on est sûr d'avoir bien compris les Matrix déjà? Euh, il y a un exemple moi, qui me fait halluciner parce que je suis pas sûr que tout le monde ait compris ça, mais bah oui, bien sûr. Dans le premier film, dès le premier film, Neo, dans la matrice, dans le système, il doit rencontrer l'oracle. Il arrive dans son appartement et l'oracle, il est déjà occupé en fait. Hein. Il est déjà en train de faire de la pâtisserie et lui, il arrive avec plein de questions. Il veut comprendre ce qui se passe dans la matrice, que c'est que ce nouveau monde qu'il est en train de découvrir. Et elle, attends, elle sort du four, ce qu'elle a fait, et elle lui tend un cookie. Dire l'oracle, c'est un personnage qui fait des cookies dans un système qui est un système informatique. Je sais pas si on mesure bien le côté méta et tout le sens de ça, quoi. C'est-à-dire les cookies, c'est la traçabilité, quoi, dans un système informatique, dans un système internet. L'oracle, elle est l'oracle parce que l'offre, elle peut faire l'oracle parce qu'elle offre des cookies à tout le monde. C'est-à-dire, elle a beau jeu de tout savoir, quoi. Elle offre des cookies à tout le monde. Ça sert à ça, un cookie. Ça, c'est un truc qui avait m'échappé à pas mal de monde. Et un truc que j'ai remarqué, enfin, je sais pas le seul à remarquer aussi, c'est que dans les premiers Matrix, et là on peut enchaîner aussi déjà avec le quatrième, dans les trois premiers Matrix, il pleuvait souvent. T'as remarqué ça, on est d'accord. Mmh. Il fait souvent sombre, et dès qu'on est dehors, il pleut souvent, quoi. Le sens que ça a, c'est que bah, c'est générique. Il pleut des codes. Dès le générique, il pleut des codes. Donc il pleut tout le temps, il pleut des codes. Et il y a des scènes dans lesquelles on voit que, comment dire, dans les reflections, dans les, pas dans les miroirs, mais sur les pare-brises des voitures, par exemple, dès le premier film, on voit, si on regarde bien, effectivement, il faut regarder en faisant des arrêts sur image, ce sont des codes. C'est pas de la pluie qui coule sur les vitres. C'est bien des lignes de code de la matrice. Ils ont été jusque-là. Donc, c'est déjà cette explication-là qui est à l'époque, on s'était dit que la référence, ça pouvait être Blade Runner, par exemple. Mais non, ça va plus loin. La pluie, ce sont des lignes de code qui tombent constamment jusqu'à ce que Neo les voit en tant que telles. Ce qui est intéressant, c'est que Lana Wachowski, à l'époque, la manière dont à l'époque, dont les deux frères avaient conçu visuellement leur film, c'est qu'ils voulaient pas, ils voulaient le moins possible de lumière réelle. Donc c'est beaucoup de studios en fait, les trois premiers films, beaucoup de studios, ce qui a de toute façon du sens avec le film, ce que voulait dire le film. On veut le moins possible de réel. Lana Wachowski, c'est comme ça qu'elle le raconte, a été convaincue de remettre un petit peu de réel, de réalisme lumineux, on va dire, dans ce quatrième film, grâce aux deux chefs opérateurs auxquels elle a eu affaire depuis, quoi, parce qu'elle a fait plusieurs films depuis. On va revenir à ça. Donc là, déjà, la grosse différence avec Matrix 4, je sais pas si tu as remarqué, mais dès le générique, les codes vont dans l'autre sens. Ils tombent pas, ils montent. C'est une résurrection, mais dans le sens rising of, tu vois, un petit peu comme le thème de Jupiter Ascending. C'est l'ascension de Jupiter, c'est-à-dire se relever, quoi, se relever de la Terre dans laquelle on était ancré, on va dire. Autre chose qu'on peut remarquer aussi avec Matrix 4, quand il y a le titre qui apparaît, Résurrection, les deux S sont surlignés. Donc on nous dit déjà, en fait, dès le titre, qu'il va y avoir deux résurrections.
que ça va concerner 2 personnages. Bon, on pouvait déjà comprendre là ce qui pouvait se passer. Autre chose qui est quand même, pour finir, on va dire, parce qu'il y aurait plein d'autres trucs, mais pour bien comprendre ce que c'est que, enfin pour un peu mieux comprendre ce que c'était déjà que les premiers Matrix, tout le monde se souvient de la scène culte de Neo face au petit garçon qui tord la cuillère. Et il regarde la cuillère et la cuillère se tord en même temps. Et Neo, il comprend rien du tout, il comprend pas le truc. Et le garçon, il lui dit plutôt que d'essayer de tordre la cuillère parce que tu y arriveras pas, c'est pas possible. Dis-toi plutôt qu'il n'y a pas de cuillère. Voilà, ce sera plus simple. Donc, ouais, en effet, c'est plus simple, oui, bien sûr. En fait, oui, tout est là. C'est que tout ce que va faire Neo, tout le voyage initiatique, on va dire, de Neo, tout son apprentissage à Neo, ça va être de comprendre ça dans le film, en fait. Il faut pas tordre la cuillère, il faut tordre la réalité. Il ne sait pas qu'il en est capable au moment où il rencontre le petit garçon. Et petit à petit, il va l'apprendre. Tordre la réalité, c'est exactement ce qu'on voit lorsqu'il est dans l'autre scène culte lorsqu'il est sur l'immeuble, et c'est la scène avec laquelle les frères Wachowski avaient vendu le film en fait au départ à la Warner. Ils lui avaient montré comment dire un storyboard, une bande dessinée de cette scène-là sur le toit. Donc avec le fameux bullet time, les 3 balles qui arrivent sur Neo et Neo qui tombe en tordant son corps. La première chose qu'il apprend à faire, c'est ne pas tordre la cuillère, donc ne pas tordre le réel, mais tordre son corps, comme la cuillère. La manière dont il tombe, elle n'est pas normale. Donc la première chose qu'il apprend à faire, c'est, pour éviter les balles, c'est de se tordre lui-même, et non pas tordre la réalité, pas tordre la cuillère. Première chose qu'il comprend. À la fin du film, il arrive enfin à tordre la réalité. Puisque qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, et les balles, elles s'arrêtent. Donc c'est tout son apprentissage, en fait, à partir de la cuillère, du spoon boy, il y a cette suite logique-là, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est déjà important de revenir au premier film pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et là où je viens revenir, c'est que pourquoi le Matrix 4 est dans la continuité vraiment thématique de tout ça, c'est que il s'en cache pas. Dire, dès le début, on est dans du méta. En fait, le début me fait penser un petit peu à du Scream, ce que Wes Craven avait fait avec Scream. En fait, Wes Craven à l'époque, il avait fait le dernier Freddy numéro 7, et 2 ans après, il fait Scream, qui est l'antithèse de Freddy. Ça me fait un petit peu penser à ça, la première partie de Matrix 4. Enfin bon, voilà, c'est juste ça. Pas d'autre analogie, hein, c'est juste que ça me fait penser à ce côté méta là. Sauf que c'est pas que des blagues. Tout ce qui est dit dans la première partie du film a un retour payant dans la deuxième partie du film. Les personnages qui sont autour de Neo, qui réfléchissent à comment relancer la franchise dans un jeu vidéo, c'est exactement ce qui va se passer à la fin. Quand le personnage dit il nous faut quelque chose d'iconique, hein, comme le bullet time. Oui, mais on a oublié que il y a la notion de temps. Et là, comme on parlait de Lewis Carroll, Charles Dodgson, il ne faut pas oublier que c'est un mathématicien. Pourquoi il a écrit Alice au pays des merveilles? Il a écrit ça pour se moquer de ses contemporains mathématiciens qui étaient en train d'inventer des théories que lui trouvait farfelues, en fait. Parce que ce qui l'emmerdait, Charles Dodgson, c'était que les mathématiques n'étaient pas assez corrélées au réel, en fait. Et donc, pour se moquer de ça, il a imaginé ce personnage, Alice, qui va tomber dans une réalité parallèle dans laquelle toutes les notions sont relativisées. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a le temps. Évidemment, je veux dire, tout le monde le sait, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Le lapin blanc. Le lapin blanc, il a une montre qui est toujours en retard. Au bout d'un moment, quand il se la fait réparer, la montre, dans le roman, je ne sais pas si c'est dans le dessin animé, mais je pense que c'est dans le roman. C'est dans le dessin animé aussi. Ouais. C'est dans le dessin animé, quand elle se fait réparer, il lui dit, elle est en retard, elle a 2 jours de retard, ta montre. Dans l'absurde total, quoi, mais c'est pour montrer à quel point le temps peut être relativisé à ce point-là. Lorsque elle tombe, le temps s'arrête. C'est comme si le temps s'arrêtait, en fait. Elle est plus petite et elle ressent le temps de manière totalement différente. En réalité, je veux dire, toute l'aventure qu'elle a vécue, lorsqu'elle se réveille, alors, on va dire que c'était un rêve, mais lorsqu'elle revient à la réalité, il s'est passé très peu de temps. Voilà.
bullet time. Donc, comment dire ça? Dans Matrix 4, le bullet time du présent, du premier film, je veux dire, du premier film, est devenu le bullet time. Et là, si tu veux, alors, qu'est-ce que je fais? Je continue parce que c'est un long tunnel. Ah ouais, continue, Je peux continue, continuer. continue. Okay. Tu t'es lancé, hein. Continue. D'accord. Parce que là, il faut rentrer dans les notions philosophiques. Alors déjà, Baudrillard, il n'avait pas aimé Matrix. Pourquoi je passe par Baudrillard? Je vais revenir à Lewis Carroll en fait après. Baudrillard, il n'avait pas aimé le film parce que déjà dans l'une des premières scènes du film, Neo il va défoncer son livre en fait. Hein. Il sort Simulacre et Simulation. On se dit ah cool, il va le lire. Non, il l'ouvre et il planque ses disquettes dedans. En fait, il a arraché toutes les pages. Ça lui sert qu'à mettre ses disquettes. C'est peut-être ça que Baudrillard n'a pas aimé parce qu'il n'avait pas aimé Matrix. Parce qu'en fait, ce que Baudrillard pense de Matrix, c'est que il y a bel et bien deux mondes. Il y a le monde de la matrice, qui est une simulation, et il y a le monde réel qui est Sion. Lorsque Neo se réveille, Morpheus lui fait rejoindre le monde de Sion, qui est le réel. Ok. Si on en reste là, on peut en rester là que si on ne regarde que le premier Matrix. Le problème, c'est qu'il y a Matrix 2 et Matrix 3. On nous montre très bien que la frontière entre les deux, non, elle est complètement floue. Et je ne parle pas des attaques que les robots font sur Sion, c'est pas ça. C'est que l'agent Smith se retrouve face à Neo dans Sion, enfin dans le vaisseau qui s'échappe de Sion. C'est pas normal. Et Neo, il hallucine. Il se dit, c'est pas possible. Ah, si c'est possible, pourquoi c'est pas possible? Dans ce monde réel, il se met à arrêter les balles de la même manière que dans le monde normal. Donc là, on est bel et bien dans du Baudrillard, parce que le Baudrillard, dans le monde que décrit Baudrillard, c'est il n'y a pas de frontière entre la simulation et le réel, au point qu'on puisse mélanger les deux. Je simplifie un peu, hein, mais pour Baudrillard, il y a de moins en moins de réel à cause de l'insistance, de la persistance de toutes les images qui sont censées signifier le réel. Plus on a d'images du réel, plus on a affaire à une absence de réel en fait. C'était vraiment la thèse la thèse de Baudrillard. C'est ce qui fait dire à des mecs comme Elon Musk, c'est pas le seul, que nous vivons dans une simulation. Voilà. Mais c'est moins parce que les jeux vidéo deviennent de plus en plus réalistes, ça c'est vraiment une notion matérialiste du truc, c'est plus parce que la culture populaire est prédominante, on va dire. Culture populaire, je veux dire dans le sens que culture geek, enfin toutes les images, le flot d'informations ininterrompu 24 heures sur 24 supplante le réel. Or, il y a une autre référence dans Matrix 4, c'est, et que je fasse attention au nom, c'est Don, c'est celui qui a écrit Americana, Don DeLillo, si je me souviens bien, celui qui a écrit Americana, il est fait référence dans Matrix 4. Pour DeLillo, donc dans Americana, pour lui carrément, c'est toute l'industrie cinématographique. C'est-à-dire pour lui, les films ont une telle présence, les films de fiction, quoi, ils ont une telle présence qu'ils supplantent véritablement le réel. Bon, je ne vais pas m'étaler sur des exemples, mais bon, voilà, c'est la thèse du livre Americana qui est cité dans Matrix 4. Donc c'est pour dire à quel point c'est complètement assumé. Je veux dire, le simulacre et simulation de Baudrillard est vraiment complètement assumé. À la fin de Matrix 3, c'est pour ça c'est vraiment une continuité, plus qu'une relecture. Je pense vraiment qu'il y a une continuité. Matrix 4 n'oublie pas qu'à la fin de Matrix 3, il y a un reset. C'était tout l'enjeu entre l'oracle et l'architecte, c'était qu'il y ait un reset. Et il se demandait qui allait jouer le rôle de Neo la prochaine fois. Qui allait jouer le rôle de l'oracle, etc. Après ce reset, on remet tout à zéro. Voilà, Neo et Trinity sont de nouveau cultivés dans le monde des machines. Leur corps physique est cultivé dans le monde des machines et leur esprit est transplanté, on va dire ça comme ça, dans le monde de la matrice à nouveau, mais de manière à ce qu'ils oublient. D'où
un personnage qui s'appelle Mnemosis dans Matrix 4, qui est donc la muse de la mémoire. Résurrection, refaire une digression là-dessus, sur le sens de résurrection dans le monde de Matrix, qui est très, comment on va dire ça pour pas se tromper, de religion bouddhiste, hindouiste. Un petit peu de ça, d'autant plus que l'oracle là, quand on va apprendre que c'est pas vraiment, la nouvelle oracle en fait c'était la gamine Sati que Neo a rencontrée dans le métro. Et c'est la nouvelle oracle en fait, elle n'est pas Neo, elle n'est pas devenue le Neo en fait de cette histoire-là, comme on pouvait le présager. Elle est devenue la nouvelle oracle en fait. Elle est donc habillée en rouge, alors que le psy est habillé en bleu. On va dire un synonyme de résurrection, c'est Namasté. C'est pas un synonyme de résurrection, mais je veux dire dans le champ sémantique, quoi. C'est Namasté. Or, je sais pas si c'est une vraie explication, mais ça ressemble beaucoup à ça. L'équipe technique, on va dire la seconde équipe en fait, l'équipe qui réalisait les scènes d'action dans les premiers Matrix, c'était dirigé par Chad Stahelski justement. Or Chad Stahelski, entre-temps, il est parti faire la franchise Matrix. Alors pourtant, il a l'air d'être disponible là dans Matrix 4 puisqu'il joue le vrai faux mari de Tiffany Trinity. Mais Lana Wachowski a vraiment désiré de plus avoir de réalisation de seconde équipe, et elle a vraiment géré toutes les scènes en fait, toutes les scènes d'action. Alors, je sais pas, toi, tu es de ceux qui disent que ça manque de scènes d'action iconiques. Oui, c'est sûr que la trilogie avait placé les scènes d'action, la barre était vraiment très haute. Il y a des scènes d'action qu'on n'avait jamais vues auparavant, dans le orchestrées de cette façon-là. Et c'est vrai que ça manque un peu de ça dans le quatrième. Ce sont des scènes d'action, on va dire classiques, dans le cinéma actuel. Il n'y a rien de révolutionnaire, ce qui n'était pas le cas des précédents Matrix. Mais bon, après, Lana, elle l'a dit dans les interviews, aujourd'hui, les scènes d'action ne l'intéressent plus. C'est pas du tout le moteur de Matrix. Les scènes d'action ne l'intéressent plus. Mais c'est vrai qu'on peut dire que le film, quelque part, ressemble beaucoup plus, je trouve, à un prolongement de Cloud Atlas ou de la série Sense8 à Matrix. Il y a tout le casting, tu as remarqué, il y a tout le casting de Sense8 dans Matrix. Oui. Donc on peut dire que quelque part, le film est quand même beaucoup un prolongement de la série. Et thématiquement, il y a les acteurs qui sont là. Donc à mon avis, c'est évident, ça n'a pas été fait par hasard. Oui, ce sont des thématiques de toute façon qu'elle tourne autour de tout ça depuis longtemps, quoi. Mais pour moi, on est vraiment bel et bien dans la suite logique de la thématique des 3 premiers films, quoi, vraiment. Non. Mais est-ce que elle aurait gagné en ayant vraiment une équipe technique, je veux dire une réalisation seconde équipe pour faire les. Parce que à mon avis, on ne sait pas. À mon avis, la scène d'action ne l'intéressait plus, c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Pour elle, l'intérêt du film est ailleurs. C'est comme ça qu'elle l'a conçu. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on y perd beaucoup. On y perd beaucoup puisque justement l'intérêt du film est ailleurs. J'ai bien commencé à le faire et l'intérêt est très clairement philosophique, voire métaphysique. Donc, le problème, c'est que les scènes d'action ne sont pas secondaires, c'est-à-dire qu'elles ont du sens, de toute façon, comme je l'ai déjà dit. Et ça avait du sens de montrer Neo, gérer son énergie, parce que c'est ça qu'il s'agit, de cette manière-là. Une scène d'action dans un film, c'est toujours un personnage qui gère son énergie. Donc ça doit se gérer aussi dans l'histoire. Je veux dire, si un personnage est épuisé au bout d'un moment, il peut pas faire la scène d'action qu'on voit faire. C'est pour ça que ça fonctionne parfaitement bien dans Matrix, parce que Morpheus lui dit, tu crois vraiment que c'est de l'air que tu respires? Allez, remets-toi debout et bats-toi. Donc, on n'a pas besoin d'énergie dans le monde de Matrix, normalement, quoi. Voilà, donc ça pose pas de problème. Mais c'est aussi un enjeu, déployer l'énergie pour se battre, en fait. Ce qui se voit lorsque, à la fin, ça faisait très Akira. Je me souviens à l'époque, on se disait que ça ressemblait à Akira quand à la fin, il se bat contre les 3 agents et que les 3 agents, ils voient de quoi il est capable, ils se mettent à reculer. Il fait ça et il y a toute la bulle d'énergie autour de lui qui déforme la réalité, en fait.
et forment la simulation de la réalité. Voilà. Les balles, voilà, le fil, les balles, lorsqu'elles s'approchent de Neo, c'est moins le temps qui est contrôlé. Là, on va raccrocher les wagons. C'est moins le temps qui est contrôlé que justement l'énergie des balles qui est contrôlée. On voit le flux énergétique des balles lorsque la scène sur le toit ou lorsqu'il les arrête. Donc, je crois pas que ce soit un bon procès pour l'instant. Hein. Je veux dire, c'est très difficile de savoir ce qu'on perd en scène d'action iconique. Est-ce que le film rattrape par ailleurs disons que pour le grand public, faut dire ce qu'il est, ce sont surtout les scènes d'action qui ont marqué la vision des 3 premiers Matrix. Pourtant, pour le grand public. Hein. Oui. Donc, faut dire ce qu'il est. Hein. Toute la réflexion mystique, philosophie mystique, et pour une bonne partie du grand public, c'est pas ce qui, à mon avis, l'a plus intéressé. C'est pour ça que je pense que beaucoup ont voulu voir le film en pensant voir un grand film d'action. Il y a de l'action, évidemment, mais c'est pas le point fort du film. C'est pas ce qu'on retient. En fin de compte, ce qu'on retient dans ce film, ce sont les moments calmes. Oui. Ce sont les moments les plus intenses. C'est les moments où il n'y a pas d'action. Le plus maîtrisé, justement, je crois. Par exemple, quand je disais que là, elle s'y fait enfin à la vraie lumière du soleil. C'est que Matrix 4, c'est un film intimiste en fin de compte. Oui, c'est un film intimiste. D'abord, l'histoire d'amour est vraiment placée au centre là du film et dès le début. Et parce que voilà. C'est l'enjeu dès le départ. C'est l'enjeu, c'est quand même l'enjeu du film. Et d'ailleurs, le film se termine comme ça, hein, avec les deux ensemble qui s'envolent dans les airs. Oui, donc, on y reviendra aussi à cette image-là n'est pas rien non plus. Les deux qui sont élus, en fin de compte. Ouais, hein, comme tu l'as souligné avec Résurrection, où tu as dit que les deux R étaient soulignés, c'est qu'on voit qu'en effet, la conclusion du film, la boucle est bouclée. Il y a deux élus. Tu es en train de me griller toutes les notions que j'allais aborder là maintenant, en fait. Oui, mais parce que c'est vrai qu'on va quand même avancer. Oui, on va avancer. Après, on peut dire aussi que la matrice, c'est pas la même. La matrice des 3 premiers films, voilà, la matrice de celui-là n'est pas du tout la même. Elle n'est pas la même esthétiquement déjà, en plus. Déjà, formellement, elles ne se ressemblent pas. Ouais. Et la façon dont elles sont créées, ces 2 matrices, le but initial n'est pas la même. Il y a toujours l'histoire du libre arbitre. La thématique du libre arbitre, c'est une des thématiques essentielles des Matrix, mais elles ne sont pas du tout traitées de la même façon. Quoi. Je peux continuer à raccrocher les wagons là-dessus. Juste ce que j'allais dire, parce que c'est une anecdote qui est quand même assez intéressante pour la manière de travailler, Lana Wachowski, c'est que la scène où Sati, donc la nouvelle oracle indienne, élabore le plan à l'extérieur, là, c'est le crépuscule derrière. Il y a un soleil couchant, un très beau soleil couchant. Bon, Lana Wachowski se l'est joué Cimino sur ce plan, en fait. Hein. Elle a fait revenir l'équipe plusieurs soirs de suite pour avoir le crépuscule parfait pour la scène. Elle est allée jusque-là, quoi. Je veux dire, c'est un énorme changement par rapport au premier Matrix, parce qu'elle voulait que du studio. Donc, c'est pour dire, il y a un changement dans la manière de se ressent elle s'est plus servi des décors naturels, de la lumière naturelle dans le dernier film. Sachant que apparemment dans les entretiens, en tout cas, elles n'aimaient pas ça au départ. Dans les premiers Matrix, tout est au contraire. C'est une lumière très artificielle. Ça n'a rien à voir. Là maintenant, oui, comme on dit, hein, c'est le prolongement de Sense8. Il y a beaucoup de lumière naturelle dans ce film, quoi. Alors, enchaînons direct. Alors, il y a eu un reset. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que donc Neo et Trinity sont rétrogradés en quelque sorte. Hein. Trinity était la chef de la résistance, elle n'est plus du tout, elle n'est plus rien, et Neo était The One, il n'est plus rien. Voilà. Il est rétrogradé au Thomas Anderson comme au début. Sauf que il y a toujours ces glitches dans la matrice qu'il remarque. Hein, on sent qu'il en fait des rêves et on sent que ça le perturbe. Pas que le lapin blanc, quoi. On est bel et bien dans un monde complètement relativiste. Dans les Matrix et dans celui-là aussi. Et donc, une question. Qu'est-ce que c'est que le temps?
là, je reviens aux variables d'ajustement pour contrôler le plus possible Néo et faire en sorte qu'il ne se réveille jamais. Parce que du point de vue du psy, c'est ça son enjeu. Faire en sorte que cette fois-ci, il ne se réveille jamais. Okay, et j'expliquerai pourquoi après, quel est l'enjeu métaphysique en fait de ça. L'autre variable d'ajustement, donc je disais, c'est le temps. Et qu'est-ce que c'est en fait? Et je crois que c'est la thématique, je crois, hein, parce que là, j'ai pas lu d'interview officielle qui dit ça, mais c'est ce que j'analyse là-dedans. Il s'agit d'ingénierie sociale. Après tout, le psy, qu'est-ce qu'il fait? Il le recadre. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'ingénierie sociale. Le temps, qu'est-ce que c'est? Le fait de devoir porter une montre. Nous portons tous une montre. Et pour que nous soyons réglés tous à la même heure, il y a même des fuseaux horaires. Hein, la Terre est découpée en fuseaux horaires pour que nous soyons tous à la même heure, à la même minute en fait. Pas à la même heure, en réalité, c'est à la même minute. C'est pour ça que ça avait du sens aussi de dire que ta montre, elle a 2 jours de retard. C'est de l'ingénierie sociale, le temps. Le temps, je veux dire, managé de cette manière-là, quoi. C'est de la pure ingénierie sociale. Le fait de... Bon, je le fais pas, je sais pas où tu en es avec ta collection de montres, mais le fait que partout sur la planète, on soit réglé à la même heure, et le fait, ce culte des horloges et des montres, en fait, c'est de la pure ingénierie sociale. Pour que tout le monde puisse vivre au même rythme. Le monde entier vit au même rythme. C'est ça le système que dénonce Matrice 4, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Le temps, c'est de l'ingénierie sociale tel qu'il est manipulé par ce psychologue. Comment tu sors de ça, quoi? Comment on fait pour sortir de ça? On va la dire plus tard, quoi. Donc, quand on parle de temps, dans cette thématique-là, on parle de boucle de temps. Néo peut très bien être piégé dans une boucle de temps, une boucle temporelle. Et d'ailleurs, le film commence comme ça. Voilà. Avec une boucle. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien vu les boucles? Tu les as repérées, toutes les boucles de temps? Non, en fait, pas. Quand il court pour s'entraîner sur un tapis roulant, c'est une boucle. C'est ça que ça veut dire, c'est une boucle. Il est habillé en bleu, d'ailleurs, quand il fait ça. Les oiseaux, pourquoi il regarde les oiseaux? Parce qu'il remarque qu'au bout d'un moment, les oiseaux font une boucle. Les oiseaux qui se... C'est quoi d'ailleurs? C'est des hirondelles? Qu'est-ce que c'est les oiseaux qui se... Non, c'est pas les hirondelles. Je sais plus, c'est pas grave. Des étourneaux, je crois, qui bougent comme ça, tous de la même manière. Et est-ce que Néo remarque, ce que Thomas Anderson, faut pas l'appeler Néo, il n'est pas encore Néo, il est Néo qu'à la fin. Ce que Thomas Anderson remarque, c'est que les oiseaux sont dans une boucle, une loop en anglais, une boucle en fait. Dans la gestion dans une game jam, on va dire, hein, dans la création d'un jeu vidéo, en fait, c'est quelque chose que tu dois gérer. Tu dois savoir à quel moment il y a des boucles, en fait. À quel moment c'est procédurial, à quel moment ce sont des boucles. C'est du langage de jeu vidéo, en fait. Donc, on est de toute façon dans la même thématique. Je veux dire, Thomas Anderson qui gère un jeu vidéo, il est préconçu, hein, à la Platon, tu vois, il est préconçu pour remarquer les boucles temporelles. Et il remarque la boucle temporelle carrément des oiseaux. C'est pour ça qu'il les regarde. J'ai noté d'autres boucles temporelles qui sont assez troublantes. C'est quand ils sont dans le Breakfast at Tiffany's, là. C'est une référence, hein, puisqu'elle s'appelle Tiffany, ils prennent le petit déjeuner. Bon, Breakfast at Tiffany's, d'accord. Il y a des gens qui passent par la fenêtre. Bon, c'est plusieurs fois les mêmes personnes. Okay. Le système se fait pas chier à aller chercher d'autres figurants, quoi. C'est plusieurs fois la même personne. C'est aussi une boucle temporelle, quoi, à laquelle on ne fait pas attention, mais il faut y faire attention. Retiens bien le coup des oiseaux. Donc, cette nouvelle matrice est extrêmement vicieuse parce que elle est en train de gérer là des boucles de temps. Et ça se voit en plus dans la mise en scène et donc dans le montage, puisque les différents brainstorming qu'on voit au début du film, tu remarques qu'ils n'ont pas les mêmes vêtements. Donc tu devines que ça se passe sur plusieurs jours, voire sûrement sur plusieurs mois. Et tu vois Thomas Anderson qui se fait chier.
Il est aussi coincé dans une boucle temporelle, là, avec ses brainstorming à rallonge, dans lesquels ils se disent constamment les mêmes choses et du vide, voilà, et ça le fait chier. Là aussi, il est dans une boucle temporelle. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est capitaliste. C'est le système capitaliste qui veut absolument, qui exigerait de nous, justement, il y a une résistance, qui exigerait de nous qu'on fasse tout comme un robot, qu'on répète tous la même chose, jour après jour, après jour, après jour. Comment se sortir de ce piège de boucle temporelle? Alors, il y a une blague que j'aime bien, c'est on n'a qu'à réfléchir par strates. Donc, on va parler d'ontologie et de phénoménologie. Personne ne l'a, cette blague. C'est vraiment une blague d'intello. Phénoménologie et ontologie. Alors, je dis ça parce que le médicament que le psy, la pilule bleue, hein, que le psy donne à Thomas Anderson s'appelle, j'ai noté parce que c'est un médicament, c'est ontolofloxine. C'est l'ontolofloxine. C'est un médicament inventé, hein, pas de problème, mais bon, ontologique. C'est l'un des morceaux de la musique de Don Davis dans le premier film. Lorsqu'il se bat, c'est un morceau qui dure 8 minutes. Je crois que c'est le dernier, pour la dernière scène, ça s'appelle Ontologique Choc. Ontological Shock, plutôt, voilà. Choc ontologique. Pourquoi on va réfléchir par strates et donc on va parler de phénoménologie et d'ontologie? Parce que Sartre, c'est le vrai titre de L'être et le néant. Voilà, bon, si t'as pas le jeu de mots, c'est pas grave. Ok. Mais tout ça pour dire, on est bel et bien dans une matrice philosophique, quoi. Voilà. Si tu veux, pour finir carrément, alors, je pourrais dire d'autres choses, mais là, il faut aller plus vite. Au final, voilà, ok. Je voulais dire, qu'est-ce que c'est que la matrice? Ça aussi, je veux dire, on oublie. Mais ça veut dire quoi, matrice? Ça vient de quoi? Je veux dire, le champ sémantique, c'est quoi? C'est la math. Alors, pas me tromper, mais bon, vraiment, ça, je le connais par cœur. C'est dans la mythologie égyptienne. Maat, et c'est une notion qui est très importante. La Maat, d'où découle le mot matrice, ou matricielle, ou la matrix, c'était la déesse de l'équilibre du monde. D'accord? Fille directe de Ré, de Ra, et c'était la déesse égyptienne, mythologie égyptienne, de l'équilibre du monde. Tout ce qui est de l'ordre social et équilibré, en fait c'est la math. De là découle toute la politique, en fait. Hein. Si on conçoit que la politique, c'est de faire en sorte que tout soit bien équilibré et juste. Okay, on sent que ça a dévié, mais bon. La math, la matrice, c'est ça. Ça concerne l'équilibre du monde. C'est le mât aussi. C'est le mât des bateaux, c'est-à-dire qui est censé équilibrer le bateau. C'est-à-dire le mât au milieu, ou alors plusieurs mâts pour faire en sorte que c'est. Ou toujours au milieu du bateau pour que le bateau soit bien équilibré. Bon, il y a d'autres choses. Hein. Il y a le. Voilà, je sais plus, en dessous du bateau, peu importe. Ça donne le mât, quoi, de la même manière. Donc la matrice, c'est la Ma'at égyptienne. Je te le dire plus précisément, si tu veux, parce que c'est important, c'est l'équilibre du monde, l'équité, la paix, la vérité et la justice. C'est un bon mot valise. Ça, c'est le rôle du psychologue, ou le rôle de l'architecte dans les autres. C'est de maintenir cet ordre-là, quitte à ce que ce soit un ordre policier avec les agents Smith. Voilà, pour maintenir l'ordre social, l'ordre dans ce monde. Néo, c'est le résistant qui va venir contredire ça, qui va dire non, non. Et là, il y a l'autre dieu, le dieu libérateur égyptien, qui est Horus, qui lui est pour, comment dire, faire en sorte qu'il y ait le moins d'oppression possible, on va dire. Voilà. Donc, pour moi, on a tort lorsqu'on pense que les dieux de la mythologie égyptienne, comme Seth et Horus par exemple, se battent. Il s'agit de l'ombre et de la lumière. C'est le combat de l'ombre contre la lumière, c'est le combat du bien contre le mal. Non, c'est pas ça. Les deux principales factions dans le monde, en fait, depuis les nuits des temps égyptiennes, c'est la liberté ou l'oppression. Les deux factions, c'est soit il y en a un qui libère, soit il y en a un qui oppresse. Et c'est l'enjeu de Matrix 4.
Là, le psy, c'est celui qui est le gardien de la mat, qui est le gardien de la matrice. Il n'aime pas du tout le fait que Neo et Trinity viennent déranger son petit équilibre. Même si des gens comme Cypher, dans le premier, s'en arrangeaient très bien, et puis la majorité des gens s'en arrangent très bien. Mais c'est pas de leur faute. C'est-à-dire, c'est pas une raison pour ne pas les sauver eux-mêmes, les sauver d'eux-mêmes. Il faut en avoir conscience de ça. Je veux dire, le côté extrêmement vicieux de la matrice et de ce système matriciel, c'est matrixal, on va dire. Matriciel, c'est pas le bon mot. Il faudra dire matrixal. C'est d'enfermer les gens. C'est la servitude volontaire, hein, les peines de la Boétie. C'est de faire en sorte qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont enfermés. Bon. Et c'est ingérable. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a deux Néo, en fait, finalement. Soit dit en passant, la nouvelle Sion s'appelle Io. Io, c'est Sion sans le début et sans la fin. Et c'est ce que veut Niobe. Niobe, la nouvelle Niobe, dans ce monde-là, c'est un petit peu la psy du monde de la matrice. Elle fait chier les résistants. Elle dit non, on s'est battu pour que ce soit équilibré, juste, je veux dire, pour avoir l'équilibre, l'équité, la paix et la justice. Pas bien que ça reste comme ça, hein, pareil dans le monde réel quand même. Hein. Donc Néo, tu fais chier. C'est ce que dit Niobe carrément. Hein. C'est-à-dire c'est le pendant du psy, quoi. Elle le sait qu'elle a tort. C'est pour ça qu'au final, elle les laisse faire, quoi. Dans ce monde-là, elle le sait qu'elle a tort, quoi. Et elle sait qu'en fait, surtout, elle sait qu'elle ne pourra pas arrêter Néo, quoi, tout simplement. Donc, je trouve très beau cette notion d'appeler ça Io, parce qu'on est toujours dans la mythologie égyptienne. Hein, c'est l'un des fils de Zeus. Zeus qui était aussi un dieu libérateur. Hein, c'est aussi comme ça qu'on pouvait le dire. Hein. Zeus était plutôt plutôt du côté des humains. Hein, Zeus. Et donc, Io, voilà, c'est comme si dans la tête de Niobe, Io, c'est Sion qui n'a ni début ni fin, qui doit exister de toute éternité. Et voilà, Néo, il est là pour lui dire que non, il faut se battre toujours. Peut-être même pour essayer que ça reste comme ça de toute éternité, oui, mais il faut se battre toujours. Donc lui, Néo, il a son énergie, il va déployer son énergie pour faire ça. Sauf que là, maintenant, ils sont deux. Donc il débarque et il casse la gueule littéralement au psy. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors, si tu veux, on va finir là, parce que c'est une très belle image, mais je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait capté. D'abord, dans le salon, après avoir cassé la gueule au psy, il lui montrait que le rapport de force, maintenant, assieds-toi, quoi. Maintenant, on se parle. Mais en fait, c'est un compromis qui se passe. C'est que, et c'est ça que les gens, à mon avis, c'est pour ça que le film a été un flop, c'est que les gens se sont pris ça dans la gueule. C'est-à-dire que le psy, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais arrêtez, les gens, ils aiment être soumis. Je le vois bien, je suis psy. Les gens, ils aiment être soumis, ils aiment leur soumission. Étienne de la Boétie, la servitude volontaire. Qu'est-ce que tu vas déranger ça? Qu'est-ce que tu veux lutter contre ça? C'est pas la peine. Quel est le rôle de Neo et de Trinity maintenant? C'est méchant de dire ça comme ça, mais c'est le compromis. C'est-à-dire, ok, en quelque sorte, en espérant que petit à petit tout le monde se réveille comme nous, on va faire en sorte que les rayons, je reviens à l'Égypte, les barreaux de la prison soient les plus jolis possibles. On va enjoliver les barreaux de la prison. Et nous, on est là pour ça. Et l'une des manières de faire ça, c'est de casser les boucles temporelles, de casser l'habitus, en fait. Ce qui s'installe, c'est l'habitus. Voilà. C'est un mélange d'habitudes et de coutumes qui viennent des traditions, c'est l'habitus. Il faut casser ça. Donc, il faut casser les boucles temporelles. Et donc, Neo et Trinity s'envolent, ils passent à travers les oiseaux. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. Non. Ils s'envolent, ils passent à travers les oiseaux. Ah, donc, ils cassent la boucle temporelle dans laquelle sont les oiseaux eux aussi. Et le film s'arrête là-dessus. Et ils sont tous les deux élus. Et ils sont tous les deux élus, voilà, exactement. Ça pouvait être que comme ça, puisque Neo a déjà fait son voyage initiatique, Trinity aussi. Depuis le troisième film, ils sont à égalité. Donc,
si l'un se réveille, l'autre se réveille aussi. Voilà. Et donc, et puis il en faut deux pour lutter contre le psy là, cette fois-ci. Bref, voilà quoi. Ok, bah écoute, je pense qu'on va terminer là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites là et qu'il faut digérer. Hein. Oui. Donc je pense on va arrêter là, puisque de toute façon, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Matrix. C'est une saga extrêmement riche qui mélange beaucoup de genres, beaucoup de choses. Donc on ne peut pas tout dire en 1 heure. Mais là déjà, je pense que tu as pas mal déjà déblayé. Donc on va arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ou cette vidéo débat. Dites-le dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou pas. Likez la vidéo, partagez-la, car le partage c'est la vie. Et on se retrouve pour une autre vidéo le mois prochain, car c'est comme ça sera plus ou moins une vidéo par mois, mais ce sera une vidéo qui sera en général longue. Et donc là, on a parlé d'un film qui est dans l'actualité, mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous allons réaliser des vidéos qui va parler de films plutôt anciens. Voilà, on va un peu sortir du carcan de l'actualité pour faire un peu plus de rétrospective, car en définitive, c'est ce que je préfère. Donc on va axer là-dessus. Donc voilà. Donc on se dit, en tout cas, Cyril, je te remercie. J'espère qu'on va pas attendre 2-3 ans pour un prochain débat. Oui. Et donc, écoute, il faut rester dans l'énergie. Allez, dans l'énergie de ça. Voilà, c'est ça. Allez, bye. À bientôt.